Donc, on peut commencer parce qu'on n'est pas beaucoup de temps. Donc, pour la présentation, 10 minutes pour la présentation et 5 minutes pour les questions. On passe maintenant à la première présentation de Monsieur Abdelkader Al-Ghouraf, de l'équipe de l'électrochimie laboratoire de chimie appliquée à l'Université Mohamed I Oujda, sous le titre Electrochemically Synthesis Polyprol and its behavior and as an organic sensor toward ammonium vapor. Monsieur Abdelkader, Monsieur Abdelkader, Pardon? Pardon, on est dans la session 3 ou le Monsieur, 3? oui, non, non, non. Alors, Je suis le premier. alors le premier, Monsieur Omar, Monsieur Omar, je m'excuse. Alors, le premier participant, il s'agit de Monsieur Dr Salahdin Azizi, au laboratoire de bioressources, biotechnologie, oui, et santé, équipe de physiologie et éthonopharmacologie, Université Mohamed Ier, faculté des sciences, bien sûr, à Oujda. Alors, à vous de la parole, Monsieur Dr Salahdin. Vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Merci. Hello, everyone. First of all, I would like to thank the organization committee of the iContact Symposium for giving us the opportunity to share our research. My presentation today is entitled Evaluation of Homological Characteristic and Tocopherol Content of some Argania spinosa genotype grown in eastern of Morocco. We will start with the plan. Firstly, the introduction, followed by material and methods, then result, and finally the conclusion. So the argan tree is an endemic Moroccan species belonging to the Sapataceae family. This population is highly concentrated in the southwestern of Morocco, but it's also found in the east as a relic. The occupied area is about 7 kilometers square with a density of 252 trees by kilometer square. And it's present in two sites in the region. The first is Shouhia, which is a village near to Berkane city, and the second, a coastal village called Kiryat Akman, near to another city. The main objectives of our study is the evaluation of the pomological diversity of some promoter argan genotype in eastern of Morocco, and the qualitative and quantitative characterization of tocopherol content of the produced argan oils. Now we go to material and methods. Firstly, the geographic location of the studied argan genotype, a genotype of argan tree originating from two different regions in the eastern of Morocco. For naturally grown argan tree in Shouhia, which is the natural area of distribution of argan in the east of the country, and for introduced argan tree in the province of Oujda, especially in the University of Mohammed I, and these three are derived from seedling. The subjects were selected according to several criteria such as production and stability, as well as vigor, and finally the absence of phytosanitary problems. For the measured parameters, firstly the pomological parameters, the length, width, and weight of kernel and nuts, as well as the kernel percentage, and two other parameters related to the productivity, such as kernel production per 100 nuts and oil production per 100 nuts. The oil content was also measured. It consists of the measurement of the percentage of the oil contained in the kernel of each genotype. And finally, the oil quality was measured by the qualitative and quantitative evaluation of tocopherol. Now we go to the result. We will start with the pomological parameters. So the table 1 showed the pomological parameters of the studied genotype. The result showed the variability and diversity between the different genotypes for the majority of the studied parameters. The weight of the nuts vary between 1.27 and 2.17 grams, with the highest weight recorded in nuts of genotype 2 from Shouhia. The length and weight recorded a maximum value of 231 and 176 centimeter respectively.
The kernel weights also showed a significant difference between the studied genotype with a maximum of 269 milligrams recorded by genotype 1 from Wujda. And finally, for the kernel length and width, the maximum value recorded were 1.81 and 0.91 centimeter respectively. For the eye content and the rentability, the table 1 showed the eye content and the rentability of all studied genotype. The highest variability between the different measured parameters was obtained with the oil content. 53 was the maximum value of the oil content, and it was recorded in genotype 2 from Mujda, while 48 was the lowest value, and it was recorded in genotype 2 from Shwehia. The kernel nuts yield vary significantly between the different genotypes studied. 18% was the highest kernel yield, and it was obtained with genotype 3 from Shwehia, while 8% was the lowest value, and it was recorded in genotype 4 from Mujda. And the highest kernel yield per 100 nuts was recorded in genotype from Mujda with a value of 26 grams per 100 nuts. The old yield per 100 nuts represented in milliliters was proportional to the precedent parameters. The genotype 1, also from Mujda, gave the highest value, 14 milliliters per 100 nuts. Now we go to the tocopher quality and quantity. The table 3 showed the result of qualitative and quantitative evaluation of tocopher content. So the qualitative analysis of tocopherol showed that the studied argon genotype are dominated by the gamma tocopherol with an average of 83%, followed by alpha tocopherol and finally delta tocopherol. The alpha tocopherol content showed a significant difference between the studied genotype. 46 milligram per kilogram was the highest value, and it was recorded in genotype 4 from Shwehia, while the lowest was 36, and it was recorded in genotype 2 from the same location. The gamma tocopherol did not show any statistical difference, significant statistical difference between the studied genotype. The highest content was recorded in genotype 1 from Shwehia, while the lowest was in genotype from the same location. For delta tocopherol, the difference between genotype was also and 41 milligram per kilogram was the maximum level, and it was recorded in genotype 1 from Mujda, while 19 milligram per kilogram was the lowest value, and it was recorded in genotype 2 from the same location. And finally, the total tocopherol content did not show any statistical difference between the studied genotype. Now we go to the statistical correlation. So the statistical study of the correlation between the different pomological parameters has shown that there is a correlation between the majority of the evaluated parameters. For example, positive correlation between nuts length and kernel length and kernel weights, and also a positive correlation between kernel weights and kernel width and length. The statistical study of the correlation between the different components of tocopherol showed that the alpha tocopherol content is positively correlated with the delta tocopherol content and also with the oil content, while the total tocopherol content is positively correlated with the gamma tocopherol, which is normal since the latter constitute more than 80% of tocopherol. In conclusion, the result obtained show that Argan espinosa, grown in eastern of Morocco, is characterized by high diversity. The richness of argan oil by the tocopherol was also highlighted, especially the gamma tocopherol, which is a form of vitamin A, which is known by its high antioxidant potential. The results are a first step in the selection and domestication of the argan tree of eastern Morocco and the evaluation of the nutritional qualities of the oils produced by this genotype. And finally, the study must be, of course, be completed by other analyses of the oil quality, such as fatty acid composition, and targeting a high spectrum of genotype. And thank you for your attention. So thank you, Mr. Dr. Salahuddin, for this good presentation. Are there any questions about this presentation? Y a-t-il des questions? Chers participants, participantes, y a-t-il des questions? J'ai une petite question.
Est-ce que vous avez comparé les résultats obtenus dans la zone de Chouihia par rapport aux résultats des autres zones au Maroc, par rapport aux résultats obtenus sur, par exemple, Agadir Oui, ou l'arbre de l'Argonie? par exemple, pour l'évaluation qualitative des tocophérols, donc les résultats sont pratiquement les mêmes. La composition se change un petit peu. Donc, c'est en fonction des génotypes. Est-ce que vous avez travaillé seulement sur la zone de Chouihia? La zone de Chouihia est quelque peu introduite dans la ville d'Oujda. Les zones de la frontière avec Oujda, comme les autres villes, Taourir, Laayoune, Jarada. Est-ce que J'ai vous pas avez compris. essayé de faire des mesures sur les autres zones? L'Arganie ne se trouve pas à Taouret ou d'autres villes. Donc, on a quelques pieds introduits ici dans la province d'Oujda Angad. Et il y a aussi l'Arganie qui se trouve dans son état naturel dans la ville de Chouihia, dans les montagnes de Beni Nassim. Donc, dans cette étude, on a comparé entre les deux régions, Ouais. à Oujda et à Chouihia. Merci pour votre présentation. There is a other question, dear participant. So thank you, Mr. Dr. Salahuddin Azizi, for this good presentation. And now I will pass to second participant. It is about Dr. Hamida Khalihana of Institute Scientific of Mohammed V University, Rabat. Mr. Hamida, are you here? Thank you. Bonjour à tous. Je suis Khalil Hamida, doctorant à l'Institut scientifique. Aujourd'hui, on va présenter mon projet intitulé Étude de la qualité physique-chimie de la nappe phréatique d'Assazac, sud du Maroc. On va suivre le plan suivant. Premièrement, présentation générale de région d'Assazac, puis matériel et méthode, résultats et discussion, et enfin conclusion. Introduction. La province d'Assazac est une subdivision à domaine rural de la région de Guelmim-Ouadnoun. Il est situé sur une bande pré-saharienne et de délimitation et comme suite la province de Tantane à l'ouest, la frontière maroco-algérienne et maroco-mauritanienne à l'est et la province de Guelmim et Tata au nord. La province appartient au domaine géologique saharien qui est caractérisé par des formations géologiques sans formation fluvio-tiliste, les moires argileux et sableux qui sont localisés dans les lits majeurs des grandes cours d'eau. Problématique. La croissance des démographies et agricoles croissant de la région devient de plus en plus une menace réelle pour l'environnement. Le réseau d'assainissement public existe au niveau d'Assa et Zac avec un taux raccordement de 65%. Les eaux aussi s'infiltrant dans la nappe phréatique ou sont diverses sur le sol, ce qui constitue une menace directement pour les eaux souterraines. L'objectif de l'étude, faire un inventaire des sources de polluants anthropiques, apprécier la qualité des eaux ouvrages existants, notamment sur ce qui est utilisé pour l'alimentation en eau potable, estimer les différents impacts de cette pollution sur l'environnement. La stratégie d'échantillonnage. Avant de partir sur le terrain, définition des objectifs de l'étude, sélection de la zone de prélèvement, sélection des paramètres à suivre, vérification de l'équipe ADK et des méthodologies,
au moment du prélèvement, d'extraction de la zone de prélèvement, échantillonnage et pré-traitement éventuel. Analyse sur le terrain, notamment le pH et la température, après le prélèvement, transport et conservation, analyse au laboratoire et enfin, analyse statistique des résultats. L'échantillonnage. L'étude a été menée d'échantillons provenant de certains puits au milieu de province d'Assasa. La période de mars, durant la période de mars-septembre 2020, les prélèvements d'échantillons pour l'analyse physico-chimie ont été mis dans des flacons en plastique puis acheminés au laboratoire pour l'analyse. Matériel et méthodes. Les analyses physico-chimistes ont concerné les paramètres suivants, la température, le pH, la conductivité électrique, la dureté totale, les sulfates, l'oxygène dissous, nitrate, nitrite, le sodium, le chlorure, enfin, le feu total. Les paramètres physico-chimiques, on a le pH et l'oxygène dissous, la température et la conductivité électrique. Ces paramètres très souvent utilisés car mesure simple et rapide et la caractérisation globale de la qualité de l'eau. Les appareils mesures. On a déterminé la quantité absorbée, l'oxygène absorbé par l'oxymètre, une mesure le pH par pH mètre, une mesure la conductimétrie par le conductimètre. Et les autres paramètres, la dureté, la chlorure, les sulfates, les composés azotés et les métaux lourds, on va mesurer par deux types d'analyse. Par la dureté, on mesure par le dosage voltaimétrique et les autres dosages colorimétriques. Résultat de discussion. La température. La température de l'eau est un facteur important de la production biologique dans la région du Sud. Les résultats montrant que le degré de cette température ne présente pas de grandes variations d'un pays à l'autre, avec un minimum de 20 degrés Celsius par rapport aux puits P6, P9 et P11, au maximum de 21,43 degrés Celsius au puits 11. Le pH. Le pH dépend de l'origine des eaux, de la nature géologique du substrat et du bassin versant, traversé dans la plupart des eaux naturelles. Dans le cas d'origine d'études, les valeurs du pH des eaux de la nappe phréatique montrant pas de variation notable, avec au minimum de 6,71 au puits P11, au maximum de 7,52 au puits P6. La conductivité électrique des noms et la conductance d'une colonne de long comprimé d'électrodes métalliques. Les valeurs enregistrées durant la période d'étude sont variées de 467 à 1503, le minimum enregistré au puits P9 et le maximum enregistré au puits P10. La conductivité électrique dépend des charges de matière organique, endogène et exogène, génératrices de cette après décomposition et minéralisation et également avec le phénomène d'évaporation qui est concentré sur dans l'eau. La dureté totale de l'eau est un produit par les sels de calcium et de magnésium qu'il contient. On distingue un dureté carbonatique qui correspond à une il a des problèmes. Mr. Hamida, are you here? Yes, je suis là. Oui, vous pouvez continuer.
Dans les échantillons analysés, ce paramètre présente une grande variation d'un point à l'autre qui serait liée à la nature lithologique de la formation géologique de la nappe phréatique et en particulier à sa composition en magnésium et en calcium. Les sulfates, les valeurs enregistrées sont inférieures à la valeur, reste inférieure à 200 mg de la norme marocaine relative à la qualité des eaux destinées à la production de l'eau potable. L'oxygène tissue est très important par le fait qu'il conditionne l'état de plusieurs sels minéraux, la dégradation de la matière organique et la vie des animaux aquatiques. L'oxygène tissue présente des variations importantes d'un point à l'autre. Il varie de 4,2 à 5,3 durant la période d'étude. Les résultats obtenus montrent que les puits sont légèrement sous-oxygénés. Les nitrates, l'histogramme du teneur en nitrate montrant une légère variation du teneur qui oscille entre 1,34 mg par litre par les puits P5 et 6,5 au P4, mais restant inférieur à la valeur admissible par les normes marocaines. Les teneurs en nitrate variant de 0,01 mg par litre au P11 et P7 à 0,08 mg par litre à P3. Durant la période d'étude, le taux normal de nitrate est fixé à 0,1 mg par litre selon l'Organisation mondiale de la santé. Le sodium. Selon les résultats analysés et effectués durant la période d'étude, les teneurs sodium sont globalement pour concentrés, aucune valeur dépassant 150 mg n'est enregistrée dans la région d'étude. Les teneurs en sodium varient à 19,23 mg par litre à 50 mg par litre. Concernant ce paramètre, la majorité des eaux analysées durant cette étude sont admissibles à la consommation. Le chlorure. Le teneur en chlorure est de l'ordre de 62,34 mg par litre à 112,34 mg par litre. Au niveau de région de l'étude, les teneurs en chlorure sont inférieurs à 200 mg par litre selon les normes marocaines relatives à la potabilité des eaux. La concentration en chlorure maximum recommandée est 300 mg par litre et le maximum admissible est 550 mg par litre. Et enfin, le fer total. Le fer total est un élément assez abondant dans la roche sous forme de silicate, de dioxyde, d'hydroxyde, de carbonate et de sulfure. Les teneurs en fer de la région d'étude sont variant de 0,03 mg par litre à 0,25 mg par litre. La concentration en fer de la région est à la norme recommandée. Donc, les résultats peuvent être considérés admissibles et non Monsieur Hamida? Monsieur Hamida? Monsieur Hamida? Je crois que M. Hamida a perdu la connexion. Monsieur Hamida? Mr. Hamida, are you here? Donc, on peut passer à la présentation suivante. The title participant in this section, it is about Mademoiselle Sarah Sadiqi of laboratoire de bioressources, biotechnologie, ontopharmacologie et santé. Alors, à vous de la parole, Mademoiselle Sarah, à vos 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, M. Bilal.
Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, Monsieur Benali? Oui, c'est bon. Monsieur Benali? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Donc, bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité de m'avoir permis de présenter ma participation à ce symposium. Je vais donc présenter une partie de mes travaux de recherche que j'ai réalisés au sein de la faculté des sciences Oujda, intitulée « Composition chimique des huiles essentielles et activités antimitotiques des extraits de Pistacia lentuscus de la région orientale du Maroc ». Ce travail a été réalisé sous la direction de Madame Ksira Nadia et Madame Winti Fatema. Donc, pour le plan, je vais commencer par objectif et intérêt du travail, puis je vais entamer la partie matériel et méthode, puis résultats, et je vais clôturer ma présentation par une petite conclusion et perspective. Voilà. Donc, comme vous savez très bien, grâce à la diversité de son climat, le Maroc possède une flore variée à endémisme très marqué. Les produits marocains dans le domaine des huiles essentielles et extraits aromatiques sont bien connus sur le marché mondial. L'objectif donc de ce travail est la valorisation du Pistacia lentuscus de la région orientale par une étude phytochimique et biologique approfondie des huiles essentielles et extraits de cette plante. Ce travail s'inscrit bien sûr dans le cadre de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales de la région orientale du Maroc. Concernant la partie matérielle et méthode, donc la zone d'étude est la région orientale, comme j'ai déjà précisé. Et pour la collecte des Pistacia lentuscus, donc la partie utilisée était les feuilles et les rameaux et les tiges. Et l'extraction des huiles essentielles ont été réalisées par un montage de type clévangère par hydrodistillation, bien sûr. Et les huiles essentielles, par la suite, ont été analysées par chromatographie en phase gazeuse au sein de la faculté des sciences Oujda. Pour la deuxième partie qui concerne l'activité antimitotique des extraits de Pistacia lentuscus, donc l'étude consiste en effet à tester les extraits aqueux et méthanoliques des feuilles et des tiges de Pistacia lentuscus sur la germination des graines de sorgho, en les comparant avec un témoin positif qui contient seulement l'eau et un témoin négatif qui contient la colchicine. Donc, pour chaque partie de plante, par exemple, je vais vous expliquer la partie feuille, et c'est la même chose pour la partie tige. Donc, on a les extraits aqueux, deux extraits aqueux, un extrait aqueux par macération et extrait aqueux par décoction, et un extrait méthanolique. Et pour chaque extrait, on a 3 concentrations, donc voire 1 mg par ml, 3 mg et 6 mg par ml. Et pour les paramètres étudiés par la suite, donc on a étudié le taux d'inhibition de la germination de graines de sorgho, et puis par la suite, l'indice de mitose qui était calculé après 6 jours de germination. Pour la partie résultat, donc concernant la composition chimique des huiles essentielles, la chromatographie en phase gazeuse a montré que la bêta-caryophyllène est la composante majeure des huiles essentielles des feuilles avec 36,45%, suivie par l'alpha-pinène à 23% et la germacrène D à 16%. Et la composante majeure des huiles essentielles des tiges est la délimonène à 46,5%, suivie par l'alpha-pinène à 28% et la bêta-pinène avec 16%. Et concernant l'activité antimitotique des extraits de Pistacia lentuscus, donc concernant le taux d'inhibition de la germination, il s'est avéré que les extraits aqueux et les feuilles, les extraits aqueux des feuilles, donnent un meilleur taux d'inhibition de germination statistiquement très significatif par rapport aux témoins négatifs, voire 36,6% par rapport au témoin négatif qui a donné un taux d'inhibition de 28%. Et l'extrait méthanolique a le même effet que la colchicine comme inhibiteur de germination. Par contre, pour la partie tige, les extraits méthanoliques ont donné les meilleurs résultats, voire 39 et 38% par rapport à 28% aux témoins négatifs. Pour le deuxième paramètre qui est l'indice de mitose,
Concernant l'indice de mitose, il s'est avéré que tous les extraits ont un indice de mitose inférieur à 1, ce qui signifie une toxicité vis-à-vis les cellules de sorghum. Et les indices de mitose les plus faibles ont été enregistrés sur les extraits méthanoliques des tiges, voire 0,47 par rapport aux témoins négatifs et témoins positifs qui est à 0,85. Donc, pour clôturer cette présentation, donc le profil chimique de l'huile essentielle de Pistacia lentuscus varie en fonction de la partie de la plante étudiée. La bêta-cariophyllène, 36,46%, est le composé majoritaire de l'huile essentielle des feuilles de Pistacia lentuscus. Et la limonène, à 46,52%, est le composé majoritaire de l'huile essentielle de tige de Pistacia lentuscus. Pour la deuxième partie, donc les taux d'inhibition de germination sont supérieurs à ceux du témoin négatif qui est présenté par la colchicine, et les indices de mitose des extraits sont inférieurs à ceux du témoin positif qui contient seulement l'eau. Cela montre que les extraits testés exercent une cytotoxicité vis-à-vis les cellules de sorghum au cours de la germination. Les résultats obtenus donc révèlent la présence de substances chimiques antimitotiques dans les extraits de Pistacia lentuscus, ce qui laisse entrevoir des perspectives d'application sur les cellules animales. Et merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Sarah, sur cette belle présentation. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Chers participants, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. J'ai une petite question. Oui. Merci pour votre présentation. Elle était claire. Je vous en prie. Combien de tests que vous avez fait pour déterminer les compositions chimiques d'huile de planète? Combien de tests? Est-ce qu'un seul test, deux tests? Ça veut dire que de quel test vous parlez, monsieur? Je n'ai pas bien saisi. Pour les composés chimiques de vous parlez des huiles essentielles, les composants chimiques des huiles essentielles de Pistacia lentuscus. Oui. En fait, c'était réalisé par chromatographie en phase gazeuse. Sur la phase gazeuse? Oui, chromatographie en phase gazeuse. Vous avez déterminé le pourcentage des compositions. Chaque composante, oui, effectivement. Oui, mais est-ce que vous avez essayé de faire plusieurs tests pour déterminer la valeur moyenne? Est-ce que c'est une valeur moyenne ou une valeur pour une seule Normalement, c'est une valeur fixe. Même si on fait plusieurs répétitions, ça sera une valeur fixe. Ok, maintenant j'ai bien compris. Merci. Je vous en prie. Alors, merci, mademoiselle Sarah. Alors, on va passer vers le quatrième participant à cette section. Il s'agit de monsieur Siti, appartient au Laboratory of Applied Chemistry and Environment, Faculty of Sciences, Oujda. Alors, monsieur Siti, you have 10 minutes for your presentation. Your floor is yours, Mr. Siti. Monsieur Siti. Je crois que monsieur Siti est absent. Tu peux passer à la présentation de monsieur Azizi. Puis on revient à la présentation de Hamida pour continuer. Il revient maintenant. Monsieur Azizi, you are here? Yes, I'm here.
Vous arrivez à voir le partage? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Oui. D'accord, merci. Merci, monsieur. Alors, bonjour à vous tous. Je me présente, Yassine Azizi, doctorant au sein du laboratoire informatique à l'École supérieure de technologie de Jeddah. Alors, je suis très honoré d'être ici avec vous pour partager mes travaux de recherche. Le titre de cette intervention est comme suit: Log Files Analysis using Hadoop-based Data Warehouses. Alors, au cours de cette présentation, je vais essayer d'entamer le plan suivant. Je commencerai par une introduction. Ensuite, je passerai à clarifier quelques concepts et définitions ayant une relation avec notre thématique de recherche, aussi quelques travaux connexes. Après, je présenterai notre méthodologie de sécurité proposée, aussi notre cas d'étude, et enfin une conclusion. Alors, le monde a connu une révolution des données dans tous les domaines numériques grâce à l'utilisation exponentielle des outils et des objets connectés. Alors, selon des statistiques développées par IBM, nous générons chaque jour 2,5 trillions bytes de données. Alors, ces données proviennent de partout. Elles proviennent de différentes sources, à savoir les réseaux sociaux, les signaux GPS, les capteurs, les log files et d'autres. Alors, l'analyse et l'interprétation de ces grands volumes de données devient un vrai challenge pour les chercheurs, pour les informaticiens et pour les biologistes aussi. Alors, c'est pour ça, et dans le même sens, nous présentons ici notre approche d'analyse de la sécurité du système basée sur un système décisionnel. Alors, la méthode proposée sur l'exploitation des fichiers log s'appuie sur la collecte et l'agrégation des données, sur l'analyse de ces données pour les transformer en connaissances exploitables pour faciliter, par exemple, la détection des anomalies, la prise de la décision et l'amélioration de la sécurité du système et des objets connectés. Alors, je passe maintenant pour clarifier quelques concepts ayant une relation avec notre contribution ici. Alors, je commence par les log files ou bien les fichiers journaux. Alors, les log files ou bien les fichiers journaux sont des fichiers système qui enregistrent de manière chronologique les événements du système. Ils contiennent un contenu très important, mais il faut savoir comment les déchiffrer. Ensuite, un autre terme qui est très intéressant pour nous, c'est le data warehouse. Data warehouse ou bien les entrepôts de données, ce sont des bases de données permettant de stocker des données historisées, strictes et non volatiles, et orientées sujet afin de les analyser et pour dégager, par exemple, des connaissances ou bien des données exploitables. L'autre terme, c'est le BI ou bien le Business Intelligence. C'est un ensemble de processus, de technologies, de compétences et d'applications utilisées pour prendre des décisions, soit des données intérieures ou des données externes deviennent des systèmes différents. L'autre terme, c'est OLAP, Online Analytical Processing. C'est une technologie permettant d'effectuer des analyses multidimensionnelles pour, comment dirais-je, implémenter des requêtes à plusieurs axes d'analyse. Quelques travaux connexes. Alors, dans la littérature, plusieurs travaux de recherche considèrent les fichiers log comme très utiles. Alors, ils ont utilisé et exploité les fichiers log par des différentes approches. Pour notre cas, dans notre précédent travail, nous avons proposé d'analyse de la sécurité qui vise à appliquer des techniques Big Data, telles que MapReduce sur plusieurs fichiers log, afin de localiser des attaques et faire le suivi des indicateurs de performance. D'autres travaux de recherche ont exploité les fichiers log dans le domaine de commerce électronique, dans le but, par exemple, d'expliquer les erreurs des sites web afin de faciliter, par exemple, les tâches des administrateurs,
Aussi, on trouve d'autres contributions dans le domaine de cloud computing qui propose des architectures de diagnostic basées sur l'analyse des fichiers log. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes intéressés par l'exploitation des grands volumes de données des fichiers log pour analyser la sécurité des systèmes et des objets connectés. Alors, dans ce sens-là, nous proposons une méthodologie de sécurité basée sur l'approche décisionnelle pour intégrer, pour coordonner, pour analyser cette immense diversité des fichiers log. Alors, notre méthodologie contient plusieurs couches, à savoir la couche source des données, la couche de transformation et nettoyage des données, la couche entrepôt des données, la couche d'analyse et d'analyse multidimensionnelle des données. Alors, pour bien illustrer notre méthodologie de travail, on a essayé de travailler sur un cas d'étude concret sur les fichiers log d'un serveur web. Alors, la première phase, c'est la phase de collecte des données. Alors, pour notre cas d'étude, les données proviennent des fichiers log des serveurs connectés. Nous exploitons ici les logs des serveurs web Apache. Alors, ces fichiers contiennent des informations détaillées sur le fonctionnement interne des serveurs web. Alors, il existe deux types de fichiers log. Il y a l'access log et l'error log. Alors, l'access log sert pour faire la journalisation de tous les accès au serveur, c'est-à-dire toutes les requêtes HTTP reçues et la façon dont elles étaient traitées contient la date, l'adresse IP et la size de la demande et d'autres. Et les fichiers des erreurs. Elles contiennent des informations sur le timestamp d'erreur, la sévérité des erreurs et l'application qui a généré l'erreur, et le code d'erreur et les détails des erreurs. Alors ensuite, pour appliquer, comment dirais-je, l'approche BI, alors nous avons commencé par la conception multidimensionnelle. On a utilisé la modélisation en étoile qui offre une grande facilité de navigation. Ensuite, on passe à charger les données dans les data warehouses en utilisant l'outil Hadoop Hive pour historiser, comment dirais-je, les événements du fichier log. Alors ensuite, on a passé pour, comment dirais-je, faire l'analyse multidimensionnelle pour offrir une capacité d'analyse des données historisées en plusieurs dimensions, rapidement et efficacement. Pour cela, nous avons utilisé OLAP Cube. Alors, les données sont représentées et structurées selon plusieurs axes d'analyse. Et la dernière couche, couche d'analyse, c'est la couche d'analyse qui représente une couche pour exploiter les données, pour dégager les connaissances et pour faire un suivi des attaques et des indicateurs de performance. Alors, l'objectif principal de cette méthodologie est l'exploitation des fichiers log pour extraire des connaissances liées à la sécurité des systèmes. Nous avons utilisé des outils pour faire l'analyse et pour générer des rapports de la sécurité informatique en utilisant des requêtes MDX. Alors, cette méthodologie d'analyse multidimensionnelle nous a permis, par exemple, d'extraire des connaissances sur les tentatives des attaques des DOS et SQLI, et aussi de bien surveiller, comment dirais-je, les indicateurs de performance sur les serveurs web. Alors, nous avons essayé, par exemple, de visualiser clairement l'évolution des tentatives des attaques par temps, les machines qui génèrent une masse de requêtes, dans par exemple, un intervalle de temps très réduit. Alors, les utilisateurs, par exemple, malveillants qui tentent d'injecter des caractères dangereux dans les variables serveurs. Et aussi, on peut, par exemple, suivre, comment dirais-je, les indicateurs de performance des serveurs, à savoir les erreurs graves, les sources des erreurs, les octets générés et les adresses IP des machines qui tentent d'attaquer notre système, par exemple. Alors, pour conclure, on peut dire que l'analyse des fichiers log nous a permis d'extraire des indicateurs qui caractérisent quelques attaques afin d'anticiper, par exemple, ces menaces et de prendre les contre-mesures techniques nécessaires. Alors, ces résultats représentent aussi certains, comment dirais-je, limites
Alors, d'une part, la difficulté de confirmer s'il s'agit d'une attaque, par exemple, potentielle ou non. D'autre part, alors le défi ici, c'est de déterminer en avance tous les comportements malveillants qui évoluent rapidement. Alors, ceci nous amène à se focaliser sur les techniques d'apprentissage automatique appliquées sur les fichiers log dans les futurs travaux et les futures contributions. Et je vous remercie pour votre attention. Thank you. Merci, Monsieur Yassine Azizi, sur cette belle présentation. Alors, y a-t-il des questions sur cette présentation? Are there any question about this presentation? Cher modérateur. Oui, monsieur, à vous de la parole. Vous avez travaillé, vous avez intéressé dans ce travail par le codage binaire, oui? Non, ce n'est pas le codage binaire ici. Nous intéressons ici pour faire l'analyse des fichiers log. On fait l'analyse. Les fichiers log, ce sont des fichiers qui enregistrent toutes les actions du système. Oui. Alors nous, on fait la collecte des données des fichiers log pour les analyser, pour éliminer par exemple les données inutiles et pour extraire des données fiables et pour extraire aussi des connaissances liées à la sécurité du système. Par exemple, on fait l'analyse des événements enregistrés dans le fichier log pour dégager par exemple la présence d'une tentative d'attaque, par exemple, ou bien comprendre l'erreur d'un système et d'autres. Mais les données que vous avez analysées, elles sont codées en système binaire. Toutes les données des machines et les données du système sont converties enfin en binaire. Oui. Oui. Est-ce que vous... Mais ici, on fait l'interprétation des requêtes générées par les utilisateurs du système. Est-ce que possible d'analyser les données stockées dans les PC quantiques, par exemple, les données stockées en état quantifié? Je n'ai pas bien compris la question, oui. Est-ce que vous pouvez analyser les données stockées dans les systèmes ou dans les bases de données intéressées par les informations quantifiées? Par rapport, le monde maintenant se converge vers les systèmes sur le stockage de l'information quantifiée. Donc, est-ce que ce modèle peut analyser les informations quantifiées? Oui. Alors, ce modèle, il propose, comment dirais-je, un large volume pour stocker les données quelconques. Oui. Alors, nous, on fait tout d'abord la collection des données souhaitées à analyser, par exemple, à travers des programmes et des threads, comment dirais-je, pour récupérer les données à collecter, par exemple. Ensuite, on crée, comment dirais-je, un schéma de stockage. C'est le data warehouse. C'est l'entrepôt de données qui va contenir toutes les informations collectées à l'espoir d'analyser par la suite. Après, on travaille pour construire un cube d'analyse. Un cube signifie qu'on va travailler, analyser les informations selon plusieurs dimensions. D'accord? Et par la suite, on fait l'analyse. Ici, l'analyse, soit on travaille par les requêtes index, ce sont des requêtes complexes pour interroger avec les données collectées et stockées, soit on utilise, comment dirais-je, des outils pour faire, comment dirais-je, l'analyse graphique, par exemple, selon les axes de recherche. Soit on peut utiliser d'autres, on peut utiliser un programme ou bien des algorithmes de data mining pour dégager les informations. Oui, parce que l'information quantifiée donne des informations, par exemple, un système binaire travaille sur la case prendre les valeurs de 0 ou 1, oui. mais pour les systèmes quantifiés, pour l'information quantifiée, dans chaque zone, il prend infinité d'informations. C'est un pourcentage de 0 et pourcentage de 1. Donc, comment on peut lire cette information
comment on peut lire cette information? Comment on peut analyser cette information? Parce que dans les systèmes binaires, on a la valeur de 0 et de 1. L'information se forme de 0 à 1. Comment on peut lire l'information quantifiée? Un pourcentage de 0 et un pourcentage de 1. Oui. On peut les stocker, par exemple, on peut stocker les infinités, comment dirais-je, des données dans un, comment dirais-je, les données NoSQL. Les données NoSQL sont des données orientées colonnes. Par exemple, chaque colonne, il peut prendre une infinité de données. Oui. D'accord? Oui, Et oui. après, on fait l'analyse. Est-ce Oui. qu'elle prend beaucoup d'espace dans le stockage? Oui, notre méthodologie proposée ici, c'est une méthodologie Big Data. Alors, Big Oui, Data, big il data, offre, oui. comment dirais-je, des gigadonnées de stockage, d'accord? Ouais. Et après, on fait, comment dirais-je, l'analyse distribuée en parallèle pour diminuer, par exemple, le temps de réponse ici. Alors, Ouais. si le volume il est très intéressant, on pense toujours à travailler, comment on fait l'analyse distribuée en parallèle pour diminuer, par exemple, et réduire le temps de réponse des requêtes générées. Ouais. Est-ce que la durée de vie est-ce que lorsqu'on parle de l'information quantifiée, est-ce que touche la durée de vie de l'appareil? Parce que parmi les PC quantiques récemment produits, Oui. leur durée de vie à peu près de 6 mois jusqu'à 10 mois. D'accord. Alors, pour la question des durées de vie, alors nous, on travaille par les serveurs hébergés en cloud computing. Alors, signifie qu'on va, comment dirais-je, collecter les données et les stocker dans des serveurs distribués. D'accord? Alors, Simultanément, l'information sera stockée simultanément dans les différentes disques ou sur disque par disque. non, on fait un clonage en parallèle. En D'accord? parallèle, oui. En parallèle, oui. Pour OK. garder l'image. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Même s'il y a une attaque, on garde d'autres images. Ici, on applique la technologie blockchain, une chaîne des serveurs. D'accord? Pour garder l'authenticité et l'authenticité, comment on dirait, des informations collectées. Merci. Je C'est vous un en prie. sujet, c'est un sujet très important maintenant. Oui, Bon effectivement. courage, bon courage. Alors, Merci. À vous alors également. merci, Monsieur Yassine Azizi. Alors maintenant, on va passer vers la dernière participante, ou bien le dernier. C'est le dernier participant. Il s'agit de Monsieur Redouane Haounati, belonging to Physical Chemistry and Environment Team, Faculty of Sciences, Ibn Zor University, Morocco. Mr. Redouane, are you here? Monsieur Redouane. Pardon, je peux poser une question. Oui, mademoiselle Nawal. J'ai perdu la connexion, c'est pour cela que j'ai quitté la session. Est-ce que je peux passer? Oui, Ouais, bien sûr, mademoiselle. on voit Maintenant ou que, bien à la dernière? est-ce que Erdogan est présent? Ouais, oui. Monsieur D'accord, Redouane, merci. Monsieur Redouane, vous êtes ici? Monsieur Redouane? Non. Donc, on va passer vers mademoiselle Nawal City of belonging to Laboratory of Applied Chemistry and Environment, Faculty of Sciences, Oujda. Donc, à vous de la parole, mademoiselle Nawal. Mademoiselle Nawal. Mademoiselle Nawal, tu peux activer le micro? Monsieur, est-ce que je peux commencer? Monsieur, vous êtes Redouane? Non, non, je suis Hamida Khaliana. La deuxième présentation qui est Oui, là, oui. bon, pas encore terminée.
Donc, on attend que Nawal, une minute, S'il vous- qu'il peut passer. je m'excuse, premièrement. Mademoiselle Nawal, s'il vous plaît, activez votre micro, s'il vous plaît. Donc, à vous de la parole, monsieur Hamida. Merci, messieurs. Je commence. Le fer est un élément assez abondant dans les roches sous forme de silica, des oxydes, des hydroxydes et du carbonate et du sulfate. Monsieur Hamida, s'il vous plaît, partagez votre écran, s'il vous plaît. Je partage. Oui, oui, c'est bon. Alors maintenant, vous pouvez continuer. C'est bien. Le fer est un élément assez abondant dans les roches sous forme des silica, des oxydes et des hydroxydes, du carbonate et du soufre. Les teneurs en fer de la région d'étude sont variés de 0,3 mg à 0,27 mg par litre. La concentration de fer dans la région est inférieure à la norme recommandée. Et enfin, conclusion, les paramètres physico-chimiques, les résultats pouvant être considérés admissibles et ne présentent aucune conclusion. Les résultats pouvant être considérés admissibles et ne représentent aucun danger pour la consommation. Pour confirmer ces résultats, il serait donc intéressant de suivre l'ensemble des paramètres de manière plus fréquente et de repartir l'étude sur l'année. Merci pour votre attention. Merci, monsieur Hamida, sur cette belle présentation. Alors, y a-t-il des questions? Une petite question pour Hamida. Quel est l'intérêt pratique de déterminer ces paramètres et quelle est la masse de l'échantillon, l'ordre de la masse de l'échantillon que vous avez analysé? L'intérêt de la mesure de ces paramètres, il indique de contamination de l'eau, c'est-à-dire la potabilité de l'eau. On mesure on mesure la potabilité de l'eau à partir de ces paramètres. Et quel est l'ordre de la masse de l'échantillon que vous avez analysé? Il y a deux analyses souterraines. Par la manette, on mesure le pH et la température et l'oxygène dissous et la conductivité électrique. Et après, on a acheminé à un laboratoire pour les analyses. Oui, quelle est la masse? La masse, est-ce que vous avez prendre 1 kilo ou 100 mg? Non, 1 litre, 1,5 litre. 1 virgule? Parce que je ne tombe pas. 1,5. 1,5 litres. Okay. Merci, Monsieur Hamida, pour la présentation. Alors, merci encore une fois, monsieur Hamida, sur cette belle présentation. Alors, il nous reste ici Mademoiselle Nawal Siti. Mademoiselle Nawal. Mademoiselle Nawal. À chaque fois que je commence le partage d'écran, mon PC se bloque. Oui, oui. Alors, à vous de la parole, Mademoiselle Nawal. Vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Oui, je t'ai dit qu'à chaque fois que je commence le partage d'écran, mon PC se bloque. Oui, oui, c'est pas problème, mademoiselle. C'est pas. À vous de la parole maintenant. Donc, est-ce que
Monsieur Hamida, s'il vous plaît. Monsieur Hamida, s'il vous plaît, désactivez le partage. Monsieur Hamida. Monsieur Hamida, s'il vous plaît. Monsieur Hamida. Comment désactiver? Déplacer, Hamid. C'est bon, monsieur cher Omar. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui, mademoiselle Nawal, oui. Alors, vous pouvez présenter votre travail. Ah, vous avez 10 minutes. D'accord. Mon PC est bloqué. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier la comité d'organisation d'avoir me donné l'opportunité de participer à ce symposium. Alors, comme vous voyez, le sujet de ma présentation est l'étude de la corrosion de l'acier doux en milieu H2SO405M par un composé synthétisé P1. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous expliciter le plan du travail. En plus d'une introduction et conclusion, nous allons passer en revue quelques généralités et dans les méthodes les résultats et discussions. Donc, généralement, la corrosion est un processus fondamental à jouer un rôle important dans l'économie et la sécurité, en particulier pour les métaux et les alliages. Les dommages par corrosion génèrent non seulement des coûts élevés d'inspection, de réparation, de remplacement, mais en plus de ceci, constituent un risque public, en particulier dans l'industrie. Donc, l'utilisation de l'inhibiteur est un moyen important de protéger les matériaux contre la détérioration due à la corrosion, en particulier en milieu acide. Pour ce qui est de généralité, on peut les résumer dans les diapos suivants. Donc, la corrosion est une dégradation du matériau ou de ses propriétés par réaction chimique, électrochimique avec l'environnement. L'acier doux est un alliage de fer contenant de 0,15% à 0,2 de carbone. Il peut contenir aussi d'autres éléments, par exemple le chrome, le nickel, le manganèse, etc. Alors, l'acier est largement utilisé dans un large éventail des industries et de machines. Cependant, il a tendance d'être corrodé. L'inhibiteur est un composé chimique qui est ajouté en faible concentration en milieu corrosif. Il ralentit le processus de la corrosion d'un métal placé en contact de ce milieu. Donc, on peut classer les inhibiteurs par domaine d'application, par réaction partielle et aussi par mécanisme réactionnel. Par domaine d'application, les inhibiteurs se divisent en organique et inorganique. Par réaction partielle, ils se divisent en inhibiteurs cathodiques, anodiques et mixtes. Donc, pour évaluer la corrosion, on peut utiliser plusieurs méthodes, parmi eux la mesure de perte de poids et les méthodes électrochimiques. Pour la gravimétrie ou bien la mesure de perte de masse, cette méthode est simple et consiste à mesurer la perte de masse d'un échantillon de surface S pendant un temps d'immersion T dans un milieu agressif et à une température constante T. Donc, pour déterminer la vitesse de corrosion, on utilise l'équation W égale à delta M sur ST. Delta M, c'est la perte de masse, S, c'est la surface, et T, c'est le temps d'immersion. Et d'après les valeurs de la vitesse de corrosion en absence et en présence d'inhibiteurs, on peut calculer l'efficacité d'inhibition.
Donc, ce qui concerne les méthodes électrochimiques, ils sont basés sur des réactions d'oxydoréduction qui ont le siège d'un échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. Ils sont divisés en méthodes stationnaires qui permettent d'étudier un système se trouvant dans un état quasiment d'équilibre thermodynamique et elles prennent en compte tous les couples redox dans la solution. Ce qui concerne les techniques non stationnaires ou transitoires, sont basées sur la perturbation des grandeurs physiques du système électrochimique, de sorte que la réponse du système puisse être analysée dans un domaine linéaire invariant dans le temps. Donc, au cours de ce travail, nous avons utilisé comme matériau tout d'abord l'acier doux et comme milieu acide l'acide sulfurique de concentration 0,5 m. Alors, les résultats obtenus des essais d'inhibition par la méthode gravimétrique montrent que la vitesse de la corrosion diminue avec l'augmentation de la concentration et que l'efficacité d'inhibition augmente avec l'augmentation de la concentration et l'efficacité maximale est de 90,6% à une concentration élevée de 10 à la puissance moins 3. Donc, la courbe de la figure 2 représente une droite, ce qui montre que l'absorption de l'inhibiteur sur la surface du métal se fait par le modèle de Langmuir et la valeur de la delta G d'absorption la delta G d'absorption égale à moins 25,64 kJ sur mol, ce qui implique que l'inhibiteur s'absorbe physiquement, c'est-à-dire on a une physisorption. Donc, pour l'effet de température, et d'après l'analyse de la figure 3, qui illustre la variation de la vitesse de corrosion du blanc et de l'inhibiteur en fonction de la température, on observe avec augmentation de la température d'une part et d'autre part une augmentation de vitesse de corrosion et une diminution de l'efficacité, ce qui est bien clair dans le tableau 2. Ces résultats montrent qu'à haute température, les composés ou bien le composé P1 présente un caractère d'inhibition bien marqué. Donc, l'étude de l'influence de la température sur le taux d'inhibition permet de tirer plusieurs informations, parmi lesquelles les paramètres thermodynamiques d'activation et d'absorption et par conséquent le mécanisme d'inhibition. Le traçage des courbes LNW sur T en fonction de l'inverse de la température permet le calcul des énergies d'activation. La diminution de l'énergie, comme vous voyez, la diminution de l'énergie d'activation avec augmentation de la température, donc ce qui indique une physisorption. Alors, dans le tableau 3, on observe que l'énergie d'activation de l'inhibiteur est supérieure à celle de de blanc, ce qui implique que l'absorption d'inhibiteurs sur la surface de l'acier est due à des liaisons de nature électrostatique, c'est-à-dire une physisorption. Les signes positifs des enthalpies reflètent la nature endothermique du processus de dissolution de métal. Les valeurs grandes et négatives de l'entropie signifient qu'il y a une diminution du désordre. Donc, lors de la transformation, on a une diminution du désordre lors de la transformation des réactifs en complexe fer-molécule inhibiteur activé dans la solution. Ce qui concerne les méthodes électrochimiques transitoires ou bien la spectroscopie d'impédance électrochimique. Donc, la figure représente les diagrammes de Nyquist, de l'acier doux en milieu H2SO4,05M en absence et en présence d'inhibiteurs P1. Nous remarquons que pour toutes les concentrations, il y a la présence d'une
l'augmentation de la concentration pour atteindre une valeur maximale de 92,2% à une concentration de 10 à la puissance moins 3m. Lorsque la concentration augmente, la résistance de la polarisation augmente et la capacité de la double couche diminue. Donc, sur les représentations de log I en fonction du potentiel, on distingue deux parties pour chaque courbe. Une partie cathodique, c'est la réduction des protons H+ à la surface de l'acier. Et une partie anodique, c'est l'oxydation du fer. Dans le domaine cathodique, l'ajout de l'inhibiteur P1 induit à une faible ou bien une diminution importante du courant cathodique, alors que dans le domaine anodique, l'addition de l'inhibiteur provoque une diminution moins importante du courant anodique. Pour les concentrations élevées, on remarque un déplacement de potentiel vers la partie anodique. Par contre, pour les concentrations basses, le potentiel se déplace vers le domaine cathodique. En se basant sur ces résultats, on peut dire ou bien conclure que P1 est de type mixte. L'analyse de données de tableau 5 montre clairement que la densité de courant diminue avec l'augmentation de la concentration et aussi que l'efficacité augmente pour atteindre un maximum de 92,32% à une concentration 10 à la puissance moins 3m. Donc, selon les résultats de Karima Chrak et al., on peut faire une comparaison entre les résultats issus des trois méthodes, gravimétrie, électrochimie transitoire et stationnaire, dans deux milieux différents, HCl1m et H2SO405m, et on peut remarquer que l'efficacité inhibitrice de P1 dans HCl1m est plus grande que celle dans H2SO405m. Et pour clore, nous avons pu tirer un ensemble de conclusions. Entre eux, P1 agit comme un bon inhibiteur de corrosion de l'acier doux dans H2SO405m. L'absorption de P1 obéit à l'isotherme de Langmuir et elle se fait par une physisorption. Le processus d'absorption est un processus spontané et endothermique accompagné d'une augmentation de l'entropie. Et l'étude de la polarisation a révélé que P1 agit comme un inhibiteur de type mixte avec une tendance cathodique. Les résultats de l'impédance ou bien de la spectroscopie d'impédance électrochimique ont montré que la présence d'une molécule inhibiteur diminue la valeur de la capacité de la double couche et augmente la valeur de la résistance de polarisation. L'efficacité de P1 dans HCl1m est plus grande que celle dans H2SO405m. Notre présentation a pris fin. Merci de votre attention. Alors, merci, mademoiselle Nawal Siti, sur cette magnifique présentation. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Alors, pas de questions. Alors, encore une fois, je vais remercier mademoiselle Sarah sur cette présentation. Alors maintenant, il nous reste un seul participant. C'est Omar, monsieur Omar. Ouais, il reste deux participants, Sarah Sadri. Non, Sarah Sadri, elle est passée. Ou bien, J'ai déjà passé en fait. Ok. Oui, mademoiselle Sarah. Pardon. Donc, il reste seulement Ardouane
هناتي. Oui. Monsieur Redouane. Monsieur Redouane, you are here? Vous êtes ici, Monsieur Redouane? C'est Redouane? Monsieur Redouane ou bien quelqu'un qui va présenter son travail? Donc, je crois qu'il est absent. Donc, nous allons voir toutes les présentations. Oui. Alors, on termine cette session. Et je vous remercie infiniment tous les participants pour leur présentation et, et de participer sur notre congrès. Donc, et je vous remercie infiniment, je vous remercie le professeur Youssef Ben Ali d'avoir accepté de juger ces travaux. Et je vous remercie également, Monsieur Bria, d'organiser cet événement en collaboration avec les partenaires turcs. Donc, on termine cette session maintenant. À la prochaine événement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, merci, Monsieur Omar. Merci infiniment, Monsieur Omar. OK. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Salam alaikum. Donc, la session 3, Hall 3 est terminée maintenant. Vous pouvez quitter la séance. Merci. Monsieur Yassine, vous pouvez quitter la salle. La séance est terminée. Merci.